Le cercueil glissait lentement vers la terre, et le vent d'hiver me giflait le visage comme pour me rappeler que j'étais encore en vie. Autour de moi, le silence, pas une voix, pas une larme d'autre que la mienne. Même le prêtre semblait mal à l'aise devant le vide de cette cérémonie. J'avais rêvé d'un dernier adieu digne pour Jacques, mon mari depuis 50 ans, mais tout ce que j'avais, c'était le craquement d'une pelle et le souffle glacé d'un cimetière désert. Tu n'es pas seule, Madeleine, m'a soufflé la voix du fossoyeur, par politesse sans doute. J'ai hoché la tête, incapable de parler. Mes mains tremblaient sur le bouquet de lys blanc. Je m'étais préparée à pleurer, à sentir le poids du chagrin, mais pas celui de la honte. Personne n'était venu, ni Élise, ma fille aînée, ni Thomas, mon fils. Ils avaient tous les deux trouvé mieux à faire. Élise avait envoyé un message la veille. Maman, on part à Chamonix avec les enfants. Tu sais, les vacances étaient déjà réservées. On pensera fort à vous. Pensez fort à nous, à son père qu'elle n'avait pas vu depuis des mois, à moi qui allais enterrer la moitié de ma vie seule sous la neige. Quant à Thomas, il n'avait même pas pris la peine d'écrire. Sa femme avait simplement répondu: Il travaille. Travaillait le jour des funérailles de son père. Quelle ironie! Je me suis accrochée au bord du trou comme si je pouvais retenir Jacques une dernière fois. Ses doigts, jadis puissants, ceux qui avaient bâti notre maison pierre par pierre, reposaient à présent sous cette planche de bois. J'ai fermé les yeux et un souvenir m'a transpercé. Le rire d'Élise enfant dans le jardin, les courses de Thomas autour du poirier, Jacques assis sur la terrasse, un verre de vin à la main. Nous étions pauvres, mais heureux. Nous avions tout donné pour eux. Le prêtre a marmonné quelques mots et la cérémonie s'est achevée dans un souffle. J'ai attendu que le fossoyeur s'éloigne avant de m'approcher une dernière fois. La neige commençait à tomber plus fort. Une flamme de colère, froide et silencieuse, s'est allumée en moi. Ils n'ont pas eu le temps de venir, hein, ai-je murmuré à la tombe. Mais moi, Jacques, j'ai eu le temps de tout voir. Je suis restée là jusqu'à ce que mes jambes me fassent mal. Puis j'ai marché vers la sortie, seule silhouette dans ce cimetière blanc. À la grille, mon téléphone a vibré. Un message d'Élise. Tout s'est bien passé? J'espère que tu tiens le coup. On t'appelle ce soir. Bisous. J'ai effacé le message sans le lire jusqu'au bout. Sur le chemin du retour, la ville semblait étrangère. Les vitrines de Noël brillaient, les enfants riaient, les couples se prenaient en photo devant les guirlandes. La vie continuait, indifférente. Dans le bus, personne n'a remarqué la vieille femme en noir qui serrait un bouquet de fleurs fanées. Quand je suis rentrée, la maison m'a accueillie avec ce silence épais qui suit les morts. Tout était encore là, le manteau de Jacques accroché derrière la porte, sa tasse sur la table, son odeur de savon et de tabac. Je me suis assise dans son fauteuil, face à la fenêtre, et j'ai senti quelque chose se briser doucement en moi. Ce n'était pas seulement le chagrin, c'était la lucidité. Ils avaient choisi les fêtes plutôt que les adieux. Ils avaient choisi leur confort plutôt que la mémoire. Et moi, j'avais choisi, depuis trop longtemps, de leur pardonner tout. Pas cette fois. Je me suis levée d'un pas lent mais décidé et j'ai ouvert le tiroir du bureau. Le testament était là, dans une chemise bleue rangée entre les factures. Je l'ai posé sur la table, à côté d'un stylo. Puis je me suis fait du thé, calmement. Le silence de la maison n'était plus vide. Il était plein d'une promesse. Demain matin, je changerai tout. Et quand mes enfants comprendront ce que cela signifie, il sera trop tard. Le lendemain matin, la lumière grise de décembre filtrait à travers les rideaux. Je n'avais presque pas dormi, mais je ne ressentais ni fatigue ni faiblesse, seulement une clarté étrange, une forme de paix froide. J'ai bu mon café lentement, observant la vapeur se mêler à la buée sur la fenêtre. Dans le silence, j'ai entendu le tic-tac de l'horloge de la cuisine, le même depuis 40 ans. Jacques l'a remonté chaque dimanche matin. C'était la seule chose encore à l'heure, dans cette maison figée. À 8 heures, le téléphone a sonné. J'ai reconnu la voix d'Élise, faussement enjouée. Coucou maman, alors, comment tu vas ce matin? J'ai pris une seconde avant de répondre. Bien, et toi ma chérie? Le ski, ça se passe bien? Oh, tu sais, il neige beaucoup ici aussi. On a fait une soirée raclette hier, c'était super. Son rire m'a traversé comme un couteau. Une raclette, pendant que son père descendait dans la terre. Tu aurais aimé, papa adorait ça, non? A-t-elle ajouté sans réfléchir. Oui, il aimait beaucoup, ai-je dit doucement, surtout quand il l'a partagé avec sa famille. Un silence, puis sa voix a changé, plus prudente. Maman,
Je suis désolée de ne pas avoir pu venir. Avec les enfants, c'était compliqué, tu comprends? Oui, bien sûr, j'ai compris. Les vacances, les enfants, la neige, tout ça est plus important qu'un cercueil. Elle a soupiré, agacée. Ne dis pas ça, tu me fais culpabiliser. Ce n'est pas moi, Élise, c'est ta conscience, si tu en as encore une. Elle a raccroché, sans un au revoir. Je suis restée un moment devant le combiné, les doigts crispés sur le fil. Puis j'ai rangé calmement la tasse et ouvert le tiroir du buffet. À l'intérieur, les lettres de Jacques dormaient encore, liées d'un ruban usé. J'en ai sorti une au hasard. Sa voix me revenait à travers l'écriture. Si un jour tu te retrouves seule, Madeleine, promets-moi une chose. Ne laisse personne te voler ce que tu as construit. J'ai souri, Jacques connaissait ses enfants mieux que moi. Vers midi, Thomas a appelé à son tour. Sa voix était sèche, presque professionnelle. Maman, j'ai appris pour l'enterrement. Je suis désolée, j'étais pris par le travail. Ton père est mort, Thomas, pas un client. Je sais, mais j'étais en déplacement à Milan. C'était impossible de rentrer à temps. Et aujourd'hui, tu es où? À la maison. On fait un brunch avec des amis pour se changer les idées. Se changer les idées? Ai-je répété sans élever la voix. Oui, tu sais, tout ce stress. On voulait quelque chose de léger. Léger, bien sûr. Ton père aurait adoré savoir que sa mort t'a donné faim. Il a bafouillé quelques mots, puis s'est tu. J'ai raccroché sans lui laisser le temps de finir. La colère, la vraie, n'a pas besoin de cris. Elle s'installe lentement comme un poison discret. J'ai allumé la radio, uniquement pour briser le silence. Une chanson d'amour des années 70 a résonné, la même que Jacques fredonnait quand on dansait dans la cuisine. J'ai éteint aussitôt. Les souvenirs à ce moment-là étaient des ennemis. En début d'après-midi, j'ai pris mon manteau et je suis sortie. Le vent mordait mes joues, mais j'aimais cette morsure. Elle me rappelait que j'existais encore. Je suis passée devant la boulangerie, la poste, le petit parc où Jacques promenait notre chien. Tout était pareil, mais plus rien n'avait de sens. Puis, sans savoir pourquoi, j'ai tourné vers l'étude notariale, celle de Maître Duré, un vieil homme aux lunettes épaisses qui gérait nos affaires depuis des années. Madame Leclerc, quel choc d'apprendre pour votre mari. Toutes mes condoléances. Merci, maître. J'aimerais parler de mon testament. Il a levé les yeux, surpris, puis a hoché la tête. Bien sûr, vous souhaitez le modifier? Oui, il est temps que certaines choses changent. Nous nous sommes installés dans son bureau tapissé de dossiers. J'ai expliqué calmement, sans trembler. Il notait, silencieux. Quand j'ai fini, il a relevé la tête, les sourcils froncés. Vous êtes sûre de votre décision, Madame Leclerc? C'est radical. Je le suis, maître, et surtout, je suis lucide. Je suis ressortie dans le froid, le cœur étonnamment léger. Sur le trottoir, les décorations de Noël brillaient au-dessus des vitrines. Des familles riaient, se prenaient en photo. J'ai observé leurs visages, leurs gestes tendres. Puis j'ai murmuré, pour moi seule, qu'ils rient, qu'ils mangent, qu'ils dansent. Moi, j'ai déjà commencé le deuil qu'ils auront un jour à faire, celui de mon pardon. La maison sentait encore la cire et le café froid quand je suis rentrée. Sur la table du salon, le dossier du notaire attendait posé bien droit. Le papier semblait presque briller sous la lumière grise du dehors. J'ai retiré mon manteau, lentement, comme si chaque geste devait être pesé, mesuré, juste. Puis je me suis assise dans le fauteuil de Jacques, celui où il lisait le Figaro tous les dimanches, les lunettes au bout du nez, les pieds sur le tabouret. Il aurait sans doute souri en me voyant là, droite, immobile, prête à faire ce que je n'avais jamais osé. Je ne ressentais plus de chagrin, seulement une lucidité glacée. Mes enfants avaient creusé un vide, et dans ce vide, quelque chose de nouveau prenait forme. Un calme féroce, un instinct de survie que j'avais trop longtemps endormi au nom de l'amour maternel. Je me suis levée et suis allée dans la chambre. Tout était resté en ordre, le lit parfaitement fait, la photo de notre mariage sur la table de nuit, le costume de Jacques suspendu à la porte de l'armoire. Mais ce n'était pas lui qui hantait la pièce, c'était eux. Élise, avec son sourire de façade et sa voix sucrée pleine d'excuses. Thomas, avec sa manière d'appeler seulement quand il avait besoin de quelque chose. Depuis combien d'années avait-il cessé de me voir autrement qu'en porte-monnaie avec un tablier? J'ai ouvert la commode et pris la boîte à souvenirs. Des photos, des lettres, des dessins d'enfants. « Maman, je t'aime jusqu'à la lune », écrit au feutre bleu.
J'ai caressé le papier du bout des doigts. Ce petit garçon qui écrivait ça avait disparu depuis longtemps, remplacé par un homme qui m'appelait seulement quand son compte bancaire virait au rouge. Je l'ai reposé sans colère. Le temps m'avait volé mes enfants, bien avant que la mort ne m'enlève mon mari. Le téléphone a encore sonné. Un numéro inconnu. Allô? Bonjour, Madame Leclerc. Ici la directrice de la maison de retraite Les Jardins de Saint-Aubin. Votre fils nous a contactés pour une visite. Je me suis figée. Pardon? Oui, il nous a dit que vous envisagiez peut-être un hébergement temporaire, le temps de tourner la page. Un petit rire poli dans le combiné. Nous avons de très belles chambres disponibles dès janvier. J'ai raccroché sans un mot. Ma main tremblait, mais pas de peur, de rage pure. Thomas avait osé me placer, me ranger quelque part, entre un service de kiné et une salle de télévision qui sentait la soupe. J'ai inspiré profondément. La rage devait rester froide. La vengeance, chez une vieille femme, ne doit jamais faire de bruit. Je me suis dirigée vers le bureau et j'ai ouvert un carnet neuf. Sur la première page, j'ai écrit en lettres droites « À partir d'aujourd'hui, plus jamais ». Et en dessous, 1. Annuler les virements automatiques. 2. Récupérer les papiers du compte joint. 3. Notifier le notaire du changement d'héritier. 4. Ne plus décrocher quand ils appellent. Chaque ligne me rendait un peu plus vivante. Quand on vieillit, on croit que le pouvoir s'effrite avec les années. C'est faux. Il change seulement de forme. Il devient silencieux, stratégique, invisible. Vers 18 heures, Élise a rappelé. Maman, tu boudes? Thomas m'a dit que tu n'as pas répondu à son message. Non, je réfléchis, ai-je dit. À quoi? À ce que je laisserai derrière moi. Elle a ri, croyant à une plaisanterie. Oh maman, ne parle pas comme ça. On veut juste ton bien, tu le sais. Mon bien, Élise, c'est drôle. Vous utilisez toujours ce mot quand il s'agit du vôtre. Elle s'est tue. Puis, plus bas, comme si elle tentait encore de sauver la façade, on viendra dimanche, d'accord, avec les enfants. On apportera des croissants. Inutile, ai-je répondu calmement. Dimanche, j'ai rendez-vous au cimetière. Silence. Puis un souffle gêné. Oh, d'accord. Bon, repose-toi, hein? Et la ligne s'est coupée. Je suis restée là un instant à écouter le crépitement du feu dans la cheminée. La flamme dansait doucement, projetant sur les murs les ombres de ma nouvelle vie, celle où je ne serais plus la mère suppliante, mais la femme qu'on aurait dû craindre. Sur la table, le dossier du notaire m'attendait toujours. J'ai pris le stylo et signé les papiers sans trembler. Puis j'ai murmuré, presque pour Jacques, tu peux dormir tranquille, mon amour. Moi aussi, j'ai décidé de mourir un peu, mais pas avant d'avoir vécu pour moi. Le dimanche est arrivé, froid et coupant. Le genre de matin où l'air gèle jusque dans la gorge. J'ai enfilé mon manteau noir, celui que Jacques détestait parce qu'il disait qu'il me faisait ressembler à une veuve avant l'heure. J'ai souri à cette pensée. Il avait raison, comme toujours, mais cette fois, ce n'était pas seulement l'habit d'une veuve, c'était celui d'une femme qui venait d'enterrer bien plus qu'un mari. Je suis sortie dans la rue, le vent glissant sous mon écharpe, et j'ai marché jusqu'au cimetière. Les grilles étaient encore humides de givre et les pierres brillaient sous la lumière blanche du matin. La tombe de Jacques était couverte d'un fin manteau de neige. Je me suis accroupie et enlevé la couche blanche du marbre, puis posé une main sur la pierre glacée. Tu vois, ai-je murmuré, ils ne sont toujours pas venus. Le vent a soufflé en réponse, comme un soupir. Je suis restée là longtemps, à lui parler doucement, comme si chaque mot pouvait encore traverser la terre. Puis, quand mes doigts ont commencé à brûler de froid, je me suis relevée et j'ai marché jusqu'à la sortie. Sur le chemin du retour, mon téléphone a vibré. Un message d'Élise. On passe vers 15 heures. Thomas vient aussi. Bisous. Je n'ai pas répondu. À 15 heures précises, la sonnette a retenti. J'ai ouvert la porte. Élise, parfaitement maquillée malgré le froid, un sourire plaqué sur le visage. Derrière elle, Thomas, les mains dans les poches, l'air ennuyé comme s'il venait rendre visite à une voisine malade. « Salut maman !» s'est exclamée Élise. « On s'est dit qu'un peu de compagnie te ferait du bien. » Elle a déposé un sachet sur la table. Des viennoiseries, tièdes encore. Croissants, pains au chocolat, et j'ai pris des éclairs, tes préférés. J'ai hoché la tête sans un mot. Alors, comment tu tiens le coup? J'essaie de m'habituer au silence, ai-je répondu. Il est fidèle, au moins. Thomas a soupiré. Maman, tu vas pas nous refaire le coup de la culpabilité, hein? On sait que t'es triste, mais faut avancer. Avancer, oui, bien sûr, comme vous. Je les ai regardés tous les deux, jeunes encore.
fort, insouciant, ma propre chair, et pourtant si loin. Vous savez, ai-je repris calmement, j'ai été surprise par un appel cette semaine, d'une maison de retraite. Ils ont échangé un regard furtif. Ah, oui, a balbutié Thomas. C'était juste une idée, tu sais, pour t'aider à pas rester seul. À pas rester seul? J'ai répété le mot lentement, comme s'il était nouveau. Thomas, je suis seule depuis longtemps. Simplement, je ne m'en étais pas encore rendu compte. Élise a essayé de changer de ton, faussement douce. Maman, ne prends pas tout mal. On s'inquiète pour toi. On veut juste ton confort. Mon confort? Vous appelez ça du confort, être mise à l'écart de tout, même de l'adieu de mon mari? Un silence brutal a coupé la pièce. Thomas a détourné les yeux. Élise a baissé la tête. On ne voulait pas te blesser, a-t-elle murmuré. Vous ne m'avez pas blessée, ai-je répondu. Vous m'avez réveillée. Je me suis levée et pris la chemise bleue sur la table et l'ai posée devant eux. Tiens, regarde. Thomas a ouvert la pochette, parcouru les feuilles, puis a pâli. C'est quoi ça? Mon testament. Mais pourquoi tu nous montres ça? Parce que c'est la dernière fois que vos noms y figurent. Élise a blêmi, sa bouche entr'ouverte. Maman, tu ne peux pas être sérieuse. Oh si, ma chérie, on peut toujours changer ce qu'on lègue quand on découvre qu'on a trop donné. Thomas s'est levé brusquement. C'est ridicule, t'es en colère, c'est tout. Non, Thomas, je suis lucide. La colère, c'est ce que j'ai ressenti à l'enterrement. Maintenant, je ne ressens plus rien. Je les ai regardés droit dans les yeux, un à un. Vous savez ce qui m'a le plus blessée? Pas votre absence. Non, c'est le fait que pas un seul de vous deux n'a pensé que je pouvais avoir besoin d'un bras, d'une présence. Vous avez préféré les vacances, les amis, le bruit, la fête. Vous avez fui la mort, comme si elle n'existait pas, mais elle est là, devant vous, et un jour elle vous regardera aussi. Et alors, vous comprendrez. Personne ne parlait. Le tic-tac de l'horloge résonnait entre nous comme une gifle lente. Puis j'ai ramassé les papiers, calmement. Vous pouvez partir maintenant. J'ai assez entendu. Élise a tenté une dernière fois. Maman, s'il te plaît. Ce mot, garde-le pour quelqu'un qui veut encore t'écouter. Moi, c'est fini. Je les ai raccompagnés jusqu'à la porte sans un mot. Quand elle s'est refermée, le silence est revenu. Un silence pur, presque doux. Je me suis assise de nouveau, seule, devant le feu. Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai souri. Parce qu'à cet instant précis, je venais d'enterrer quelque chose de bien plus lourd que Jacques, ma culpabilité. Le lendemain, la maison semblait différente, pas plus chaude, pas plus vivante, mais plus nette, comme si, en expulsant mes enfants de mon salon, j'avais aussi balayé un poids invisible. Le calme avait une densité nouvelle, presque agréable. J'ai préparé du café, ouvert les rideaux, et pour la première fois depuis des mois, je n'ai pas pleuré. Sur la table, la chemise bleue attendait toujours. Le testament, modifié la veille, était là, signé, daté, irrévocable. Je me suis surprise à effleurer la signature du bout du doigt, comme pour m'assurer que c'était bien moi, Madeleine Leclerc, celle qui avait enfin décidé de ne plus subir. Le téléphone a vibré. 3 messages, tous d'Élise. Maman, je suis désolée pour hier, on a été maladroit. Tu ne vas quand même pas nous rayer de ton testament pour une dispute? Appelle-moi, je t'en supplie, on doit parler. Je n'ai pas répondu. La tendresse qui se mendie n'a plus de valeur. Vers 11 heures, on a frappé à la porte. 3 petits coups hésitants. J'ai ouvert. Sur le seuil, une femme d'une quarantaine d'années, fine, les yeux cernés. Je l'ai reconnue. Sophie, l'infirmière du cabinet médical du quartier. Bonjour, Madame Leclerc. Je suis désolée de vous déranger. J'ai appris pour votre mari. Merci, ma chère. Entrez. Il fait froid. Elle est entrée timidement, les joues rougies par le vent. Vous savez, j'ai bien connu Jacques. Il venait souvent faire prendre sa tension. Il parlait beaucoup de vous. J'ai souri. Ah oui? Et qu'est-ce qu'il disait? Qu'il avait peur que vous restiez seule, que vous étiez plus forte que vous ne le pensiez, mais que vos enfants ne le verraient vous jamais. Ces mots m'ont frappée comme une vérité que j'avais toujours su sans l'admettre. Sophie a baissé la tête. Excusez-moi, je ne veux pas être indiscrète. Je sais juste ce que c'est, être oubliée par les siens. Je l'ai regardé un instant. Ses mains tremblaient légèrement. Ses yeux disaient plus que ses mots. Vous avez des enfants? Elle a hoché la tête. Une fille. Elle vit à Lyon. On ne se parle plus depuis 3 ans. Un silence.
2 femmes, 2 mères, 2 solitudes différentes, mes cousines. Vous savez, ai-je murmuré, on passe la moitié de sa vie à donner et l'autre à comprendre que personne ne rend jamais vraiment. Elle a souri tristement. Oui, mais il y a toujours quelqu'un qui voit ce qu'on fait, même de loin. Quand elle est partie, j'ai refermé la porte avec lenteur. Ces mots restaient dans l'air, comme un parfum doux amer. L'après-midi, j'ai décidé de mettre un peu d'ordre. J'ai sorti les vieux albums de photos et les ai étalés sur la table. Les visages me regardaient. Jacques, jeune, fort, riant sous le soleil de Marseille. Élise dans sa robe d'école. Thomas sur son vélo flambant neuf. Des sourires figés dans le temps avant que l'égoïsme ne les déforme. Sous une pile, j'ai trouvé une enveloppe scellée, jaunie, mon écriture. À ouvrir après ma mort. J'ai ri. Quelle ironie! Je l'ai ouverte. À l'intérieur, une lettre que j'avais écrite 10 ans plus tôt, après une dispute avec Jacques. Si un jour je meurs avant toi, promets-moi de ne jamais laisser nos enfants décider à ta place. Ils t'aimeront, mais ils penseront savoir mieux que toi. J'ai reposé la lettre, émue. Ils avaient trahi cette promesse sans même la connaître. En fin d'après-midi, j'ai pris un cahier neuf et commencé à écrire. Pas un journal, non, une chronique, la mienne. Chaque phrase tombait comme une pierre dans un puits profond. Le jour de l'enterrement, ils n'étaient pas là, mais je les ai enterrés aussi. L'amour maternel n'est pas éternel. Il s'éteint quand on s'en moque, j'écrivais sans m'arrêter, la main crispée, comme si ma vérité avait attendu trop longtemps pour sortir. Quand la nuit est tombée, j'ai allumé la lampe du salon. La flamme du poêle dansait doucement, et soudain, une idée m'est venue. Claire, limpide, dangereuse. Pourquoi ne pas leur montrer ce qu'ils ont perdu? Pas en criant, pas en suppliant, mais en disparaissant, en leur retirant peu à peu tout ce qu'ils croient acquis. Je me suis levée et pris le téléphone et ai appelé maître Duret. Maître, c'est encore moi. Oui, madame Leclerc. J'aimerais ajouter une clause à mon testament, une dernière. Il y a eu un silence, puis. Laquelle? Que tout ce que je possède ira à la personne qui sera encore à mes côtés le jour de mes funérailles. Une seule, pas de partage. Je l'ai entendu inspirer doucement, surpris, mais il n'a rien dit. Très bien, madame Leclerc, ce sera fait. Quand j'ai raccroché, j'ai senti une chaleur étrange monter en moi, pas de la joie, mais une sorte de justice intime, parce que, pour la première fois, mes enfants allaient devoir mériter ma mémoire. Le matin suivant, la pluie tombait fine et persistante, dessinant sur les vitres de longues traînées argentées. J'ai ouvert la fenêtre, respiré l'air humide. La maison sentait le café brûlé et la solitude tranquille. Une solitude choisie cette fois, presque douce. Je me suis préparée lentement, enfilant ma robe grise, peignant mes cheveux avec soin. Dans le miroir, j'ai croisé mon propre regard, celui d'une femme qui n'attend plus rien, mais qui prépare tout. J'ai murmuré: tu vois, Jacques, j'apprends enfin à me faire passer avant eux. Il était temps. Le téléphone a sonné. Élise, j'ai hésité puis décroché. Maman, j'ai pas dormi de la nuit. Je n'arrête pas de penser à ce que tu as dit hier. Tu. Tu étais sérieuse? Très. Tu vas vraiment changer ton testament? C'est déjà fait. Un silence, puis une respiration haletante de l'autre côté. Mais pourquoi tu nous punis comme ça? Punir, Élise? Non, je ne punis pas, je tire les conséquences. Tu nous coupes de tout pour une erreur, pour un enterrement raté. J'ai fermé les yeux. Tu appelles ça une erreur, moi j'appelle ça un choix. Elle a pleuré, d'abord doucement, puis nerveusement. Maman, s'il te plaît, tu ne peux pas faire ça, on est ta famille. La famille, ma chérie, ce n'est pas le sang, c'est la présence. J'ai raccroché avant qu'elle ne réponde. Pendant un moment, j'ai senti un léger tremblement dans ma main. Pas de regret, un souvenir de la femme que j'étais, celle qui aurait cédé. Mais cette femme-là était morte avec Jacques. J'ai pris mon manteau et suis sortie. La pluie glissait sur les pavés, les passants pressaient le pas, tête baissée sous leur parapluie. Moi, je marchais sans hâte. J'avais rendez-vous avec moi-même. Je me suis arrêtée à la poste et acheté une enveloppe rigide, puis je suis allée chez le notaire. Bonjour, maître Duret. Madame Leclerc? Déjà? Oui, j'aimerais déposer cette lettre avec mon dossier. Vous la garderez scellée. Il a hoché la tête. Bien entendu. Que contient-elle? Ma vérité.
Et quelques souvenirs. Si un jour mes enfants demandent pourquoi, donnez-leur ça, pas avant. Il a pris l'enveloppe avec une gravité que j'ai appréciée. Vous savez, Madame Leclerc, tout le monde ne trouve pas la force d'agir ainsi à votre âge. Ce n'est pas de la force, maître, c'est de la fatigue. En sortant, je me suis arrêtée devant une petite boutique d'antiquités. Dans la vitrine, un vieux cadre en argent finement gravé. Par réflexe, je suis entrée. Je peux vous aider a demandé le vendeur. Oui, je cherche un cadre pour une photo, une seule. C'est pour un souvenir? Non, pour une absence. Il m'a regardé un peu décontenancé, puis m'a tendu le cadre. J'y ai glissé la photo de Jacques, prise le jour de nos 40 ans de mariage. Nous y sourions tous les deux, main dans la main, encore plein d'avenir. J'ai posé le cadre sur la cheminée, à sa place. Dans l'après-midi, Thomas a débarqué sans prévenir. Costume froissé, visage fermé. Maman, faut qu'on parle. Entre, ai-je dit calmement. Il a jeté un regard autour de lui. Qu'est-ce que c'est que cette folie? T'as viré Élise de ton testament? Tu veux tout donner à une étrangère maintenant? Pas à une étrangère, à quelqu'un qui sera là. C'est insensé, on est ta famille. Non, Thomas, vous êtes mes enfants. Ce n'est pas pareil. Il s'est avancé, les poings serrés. Tu veux qu'on se sente coupable, c'est ça? Tu veux qu'on rampe pour que tu nous pardonnes? Non, je veux que vous réfléchissiez. À quoi? À ce que ça fait quand on n'a plus rien à réclamer. Il était resté figé un moment, le souffle court, puis a soufflé. Tu deviens cruelle, maman. Non, juste lucide. La cruauté, c'est de laisser quelqu'un mourir seul, pas de le leur faire comprendre après. Il a tourné les talons, furieux, et a claqué la porte. Le cadre sur la cheminée a légèrement tremblé. Le soir, j'ai dîné en silence face à la flamme du poêle. La pluie continuait dehors, régulière, presque apaisante. J'ai noté dans mon cahier, ils croient que l'héritage, c'est de l'argent. Ils ne comprennent pas que le vrai héritage, c'est la leçon qu'on laisse. Puis j'ai ajouté en bas de la page, demain, je commencerai à donner. Pas à eux, mais à ceux qui le méritent encore. Le lendemain, le ciel s'était lavé de toutes couleurs. Une de ces matinées où la lumière est si pâle qu'on ne sait plus si c'est encore la nuit ou déjà le jour. J'ai ouvert les volets. Le jardin, détrempé par la pluie, semblait respirer lentement, comme un vieil animal blessé. Les hortensias de Jacques ployaient sous le poids de l'eau. Je me suis agenouillée et touché la terre froide. Je vais m'occuper de toi, murmurai-je. On t'a laissé mourir trop longtemps. C'était étrange, mais depuis quelques jours, je sentais mes gestes redevenir précis, mes pensées claires. Comme si, en balayant mes enfants de ma vie, j'avais aussi effacé la brume qui m'enveloppait depuis des années. Après le petit déjeuner, j'ai pris mon carnet, mon nouveau journal, et j'ai écrit sur la première page de ce jour: Aujourd'hui, je sème. Je suis sortie au marché du quartier. Les commerçants me connaissaient tous, la vieille Madeleine, veuve, mais encore debout. J'ai acheté des fleurs, du pain, un peu de fromage. En passant devant l'étal du maraîcher, j'ai entendu une voix: Madame Leclerc, c'était Sophie, l'infirmière de l'autre jour. Un sac dans une main, un sourire fatigué sur les lèvres. Vous allez mieux? Je dirais que je recommence à respirer. C'est déjà beaucoup, vous savez. Nous avons marché ensemble jusqu'à la place. Elle parlait peu, mais juste. Je découvrais dans son silence une forme de douceur que je n'avais plus connue depuis longtemps. Vous savez, ai-je dit en m'arrêtant, je pensais que les gens gentils étaient une espèce disparue. Elle a souri. On est juste moins bruyant que les autres. Je l'ai invitée à prendre un café chez moi. Elle a accepté avec un sourire timide. À la maison, j'ai allumé le poêle, servi le café, et pour la première fois depuis la mort de Jacques, j'ai entendu des rires résonner entre les murs, les siens, légers, sincères. Vous avez une belle maison, a-t-elle dit en regardant autour. On sent qu'elle a été aimée. Aimée, oui, mais plus entretenue depuis un moment. Elle a froncé les sourcils. Si vous voulez, je peux venir vous aider un jour. J'adore jardiner. Ce n'est pas nécessaire, vraiment. Laissez-moi faire, ça me changera les idées. J'ai voulu protester, puis je me suis ravisée. D'accord, ai-je dit. Samedi alors. Elle a souri, et c'est ce sourire qui m'a convaincue. L'après-midi après son départ, j'ai appelé Maître Duret. Maître, c'est encore moi. Je m'en doutais, dit-il avec un léger rire. Quelle nouvelle clause aujourd'hui? Aucune, je voulais simplement ajouter un nom à mon dossier de correspondance. Sophie Delmas. Une parente? Non, une amie. Le notaire a marqué un silence.
Très bien, Madame Leclerc, ce sera noté. Quand j'ai raccroché, j'ai senti une chaleur monter dans ma poitrine. Pas celle de la vengeance, mais celle de la vie qui revient. Le soir, j'ai rangé la maison. J'ai ressorti la vaisselle en porcelaine, repassé les nappes, ouvert les fenêtres. Il y avait longtemps que je n'avais pas préparé quelque chose pour quelqu'un sans arrière-pensée. Et puis, au détour d'un tiroir, j'ai trouvé un vieil album que je n'avais pas vu depuis des années. Entre deux pages, une photo de famille. Jacques, moi, Élise et Thomas à la plage. Tous souriaient. J'ai regardé longuement cette image. Non pas avec haine, mais avec la froide certitude que ce bonheur-là appartenait à un autre siècle. J'ai glissé la photo dans le cadre, derrière celle de Jacques, sur la cheminée, comme un souvenir que je refusais d'effacer, mais que je ne voulais plus regarder. Avant de me coucher, j'ai repris mon carnet. J'ai rencontré quelqu'un aujourd'hui, une femme simple, sincère, elle ne m'a rien demandé, elle a juste proposé son aide. Peut-être que ce n'est pas trop tard pour croire encore un peu. J'ai posé le stylo, éteint la lampe, et dans le noir, j'ai senti une paix rare, fragile, celle de quelqu'un qui, pour la première fois depuis longtemps, n'attend plus rien, mais reçoit enfin quelque chose. Le samedi arriva plus vite que prévu. Le ciel était clair, presque printanier malgré le froid mordant de janvier. J'avais préparé du café, un gâteau aux pommes, la recette de ma mère, et sorti mes vieux gants de jardinage. Quand Sophie a sonné, j'étais déjà dehors, à genoux près du rosier que Jacques aimait tant. Vous commencez sans moi, dit-elle en riant. Je ne voulais pas perdre le rythme, alors je vais essayer de vous suivre, Madame Leclerc. Madeleine, corrigeai-je doucement. Elle a hoché la tête, et ce simple mot échangé, mon prénom, m'a paru plus intime qu'une accolade. Nous avons passé la matinée à tailler, bêcher, ramasser les feuilles mortes. Le silence entre nous n'était pas vide. Il était confortable, plein de gestes simples. Parfois, elle parlait de sa fille, de ses patients, de la fatigue d'un métier où l'on donne toujours sans recevoir. Parfois, j'aimerais qu'on me dise juste merci, murmura-t-elle en arrachant une mauvaise herbe. Je vous le dis alors, ai-je répondu. Merci. Elle a relevé la tête, émue. Vous êtes une femme rare, Madeleine. Non, seulement une femme qui a tout donné aux mauvaises personnes. Vers midi, nous avons pris un café sur la terrasse. Le soleil réchauffait à peine la pierre, mais ça suffisait. Sophie regardait le jardin comme si elle y voyait un refuge. Vous savez, j'aimerais bien avoir un endroit comme ça, rien que pour moi. Pas grand, juste un coin tranquille où on n'attend rien de personne. Je l'ai observée. Elle ne savait pas encore que, peut-être, elle venait de décrire exactement ce que je lui offrirais un jour. Quand elle est partie, j'ai rangé les outils, lavé mes mains, puis je suis allée à mon bureau. Le dossier bleu était là, fidèle. J'ai ajouté une note manuscrite, une phrase simple. Si un jour je pars avant elle, je veux qu'elle garde la maison. Je ne savais pas si le notaire accepterait une clause si directe, mais peu m'importait, j'avais décidé. En fin d'après-midi, alors que la lumière déclinait, le téléphone a sonné. C'était Élise. Encore. Maman, tu m'évites? Non, je t'épargne. Arrête, s'il te plaît. Thomas et moi, on a parlé. On veut arranger les choses. Les choses? Répétai-je. Tu veux dire l'héritage? Non, enfin, pas que ça. On s'est comportés comme des idiots, d'accord? Mais tu peux pas tout effacer d'un trait. On peut tout effacer, Élise, surtout quand on réalise qu'il n'y avait rien d'écrit dans le cœur. Elle a soupiré, cherchant ses mots. Je veux venir te voir demain. On parlera calmement. Demain, c'est dimanche, dis-je. Le jour où vous ne veniez jamais avant. Maman, s'il te plaît. J'ai hésité. Puis, très bien, demain, 16 heures, 1 heure pas plus. Quand j'ai raccroché, un mélange étrange d'émotions m'a envahi. De la méfiance, bien sûr, mais aussi une forme de curiosité. Que voulait-il encore? Pensait-il pouvoir m'amadouer comme une vieille folle isolée? J'ai pris mon carnet et écrit: ils reviennent, pas par amour, mais par intérêt. Et pourtant, je les laisserai entrer, pas pour les écouter, mais pour qu'ils voient la femme qu'ils ont perdue. Le lendemain, à 16 heures précises, j'étais prête. La maison brillait, le feu crépitait, les rideaux étaient ouverts. J'avais mis ma robe bleu nuit, celle que Jacques aimait, et un collier de perles que mes enfants n'avaient jamais remarqué. La sonnette a retenti. J'ai respiré profondément avant d'ouvrir. Élise était là, son manteau de marque impeccable, le visage tendu. Thomas, derrière, portait un sourire contraint. Il tenait une boîte de chocolat. Pour toi, maman.
dit Élise d'un ton mielleux. Comme c'est gentil. Vous êtes venu pour ça? Ils se sont regardés, gênés. Thomas a pris la parole. On veut faire la paix. La paix? Ai-je répété. C'est drôle. Vous venez déclarer la paix à une guerre que vous avez commencée. Élise s'est assise, nerveuse. On a compris qu'on avait mal agi. On a été égoïste, oui, mais on tient à toi. Vous tenez à ce que je possède, corrigeai-je. Non, s'est écrié Thomas. Tu te trompes, maman. Je me suis levée lentement, les ai regardés droit dans les yeux. Alors prouve-le. Le silence est tombé comme une lame. Élise a blêmi. Prouvez quoi? Que vous tenez à moi, pas à ce que j'ai. Soyez là tout simplement. Quand je n'aurai plus rien à donner. Quand il n'y aura plus de maison, plus d'argent, plus d'héritage. Ce jour-là, on verra qui reste. Je les ai laissés sans un mot de plus. Ils sont partis quelques minutes plus tard, déconcertés. Quand la porte s'est refermée, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis longtemps, de la puissance. Dans mon carnet, ce soir-là, j'étais écrit « Ils m'ont vue vivante » et ça les a dérangés, parce qu'ils croyaient hériter d'une morte. Le dimanche soir, la maison flottait encore dans le silence qu'ils avaient laissé derrière eux. Pas un mot de plus, pas un message depuis leur départ. Pourtant, leurs visages restaient accrochés à mes pensées comme des ombres récalcitrantes. Élise, avec son ton mielleux et ses mains crispées sur sa boîte de chocolat. Thomas, avec ses yeux fuyants, incapable de soutenir le regard d'une mère qu'il venait marchander. J'ai versé un verre de vin, seul dans la lumière chaude du salon. Ce vin, Jacques et moi le réservions pour les dimanches heureux, ceux où les enfants venaient déjeuner, où la maison respirait le rire et la vie. Ce soir-là, c'était un autre genre de fête, celle de la vérité. Je me suis assise face au feu et j'ai ouvert mon carnet. Ils ont voulu rejouer la tendresse, mais leur affection sonnait faux. L'amour ne revient pas quand il a servi à acheter, il revient quand on apprend à donner. Un coup à la porte m'a fait sursauter. Il était plus de 20 heures. J'ai hésité, puis ouvert. Sophie, trempée jusqu'aux os, un panier à la main. Oh, je suis désolée, Madeleine. Je passais devant, il pleuvait fort, et j'ai pensé que vous aimeriez un peu de soupe. Entrez vite, ma chère, sinon vous allez attraper froid. Elle a déposé le panier sur la table, une soupe maison, du pain chaud et une petite tarte. Ce n'est rien, dit-elle. C'est juste, j'avais besoin de compagnie ce soir. Je l'ai regardée, touchée. Moi aussi, Sophie. Nous avons dîné simplement, en silence d'abord, puis les mots sont venus naturellement. Elle parlait de sa fille, de cette distance qu'aucun téléphone ne comblait. J'ai écouté, la gorge serrée. Vous savez, ai-je fini par dire, je crois que la douleur des mères se ressemble, peu importe l'âge des enfants. On leur donne tout, et un jour ils vous regardent comme si vous étiez un poids qu'il faut déplacer. Et malgré tout, on continue à les aimer, murmura-t-elle. Oui, mais à un moment, on apprend à s'aimer un peu plus soi-même. Elle a souri et ses yeux se sont embués. Vous parlez comme si vous aviez trouvé la paix. Pas encore, mais j'ai trouvé la clé. Je lui ai raconté la visite d'Élise et Thomas. Elle a secoué la tête. Les gens oublient d'où vient tout ce qu'ils ont. Oui, dis-je, et moi, j'ai décidé de leur rappeler à ma façon. Après son départ, j'ai rangé la cuisine, lavé les bols, puis j'ai ressorti le dossier bleu du tiroir, le papier du notaire, le testament, tout était en ordre. Mais quelque chose manquait. Ce soir-là, j'ai ajouté une page manuscrite pliée soigneusement. En haut, j'ai écrit additif personnel, à ouvrir après ma mort. Et en dessous, à mes enfants, Élise et Thomas. Vous avez choisi le confort à la place de la mémoire, la distance à la place de la tendresse. Alors j'ai choisi la justice à la place du pardon. Vous n'hériterez pas de ma maison, mais d'une histoire. La vôtre, celle d'un amour gaspillé. Peut-être qu'un jour, ce souvenir pèsera plus lourd que tout l'or du monde. J'ai signé calmement, sans trembler. Puis, comme à chaque fois depuis que tout avait basculé, j'ai allumé une bougie près de la photo de Jacques. Tu vois, mon amour, dis-je à voix basse, je n'ai pas besoin de vengeance, j'ai mieux, j'ai la vérité. Dehors, la pluie avait cessé. Le jardin respirait sous la lune. J'ai entr'ouvert la fenêtre, laissant entrer l'air froid et pur. Et dans cette nuit limpide, j'ai senti pour la première fois que le monde ne me devait plus rien. Le lendemain matin, en allant chercher le courrier, j'ai trouvé une enveloppe glissée sous la porte, pas timbrée, mon nom écrit à la hâte.
À l'intérieur, une seule phrase, tracée d'une main que je connaissais trop bien. Maman, on veut te voir une dernière fois, pour parler, ce soir. Élise. Je suis restée longtemps à regarder ce papier, sans bouger. Puis j'ai souri. Pas un sourire de joie, un sourire de guerre silencieuse. Qu'ils viennent, ai-je murmuré. Cette fois, ce sera moi qui poserai les questions. J'ai passé la journée entière à préparer la maison, mais pas comme on prépare une visite familiale. Non, j'ai préparé un théâtre, chaque détail compté. Les rideaux ouverts pour laisser entrer la lumière du soir, la table du salon impeccablement dressée, 2 tasses, une bougie, la lettre du notaire soigneusement rangée dans son dossier bleu, posée bien en évidence. Sur la cheminée, j'ai déplacé les photos. J'ai laissé celle de Jacques, mais j'ai rangé toutes les autres. Plus aucune trace d'Élise ni de Thomas, comme s'ils n'avaient jamais existé. À 19h30, la sonnette a retenti. Une seconde, j'ai pensé ne pas ouvrir, puis j'ai respiré profondément et je suis allée à la porte. Élise entra la première, l'air grave. Elle portait un manteau trop élégant pour une simple visite à sa mère. Derrière elle, Thomas. Les deux se tenaient comme des étrangers qui auraient bien préféré être ailleurs. Bonsoir, maman, dit-elle doucement. Bonsoir, Élise. Bonsoir, Thomas. Ils ne répondirent pas, leurs yeux glissant sur la pièce, sur le cadre, sur le dossier bleu qu'ils reconnurent aussitôt. C'est donc vrai, murmura Thomas. Tu as tout changé. Oui. Et je vous ai invité pour vous expliquer pourquoi. Je me suis assise. Ils ont pris place en face de moi. Le feu crépitait, la bougie vacillait, et dans cet éclairage chaud, je pouvais lire sur leur visage un mélange de peur, de culpabilité et d'arrogance blessée. Vous croyez que tout ça, ai-je commencé calmement, est une punition, que je veux me venger. C'est faux. Ce n'est pas une vengeance, c'est une délivrance. Élise ouvrit la bouche, mais je levai la main. Laissez-moi finir. Pendant 50 ans, j'ai tout donné à cette famille. J'ai élevé 2 enfants, j'ai veillé sur leur père, j'ai sacrifié mes envies, mes rêves, mes voyages. Et au moment où j'avais besoin d'un simple geste, vous avez choisi les fêtes et les montagnes. Maman, tu ne comprends pas, tenta Thomas. Non, Thomas, c'est vous qui ne comprenez pas. Vous avez cru que j'étais éternelle, que votre mère serait toujours là, prête à vous accueillir, à vous excuser, à vous servir le café de l'amour inconditionnel. Mais cette femme-là est morte le jour où votre père est parti. Un silence lourd s'installa. Élise se mordait la lèvre. Alors, tout est fini demanda-t-elle. Tu veux nous effacer de ta vie? Je veux seulement vous apprendre ce qu'on m'a appris tard. Tout se perd, même une mère. Thomas se pencha en avant. Et tu crois que c'est une leçon? C'est cruel. Non, c'est juste. Je me levai, pris le dossier sur la table et le leur tendis. Ce papier, c'est le dernier acte de ma vie de mère. Je vous ai aimé plus que moi-même. Et vous m'avez laissé enterrer cet amour seul. Alors je l'ai enterré pour de bon. Élise éclata en sanglots. Maman, je t'en supplie. On peut recommencer. Je regrette. Vraiment. Je la regardai et pour la première fois depuis longtemps, je n'ai rien ressenti, pas même la douceur d'un pardon. Non, ma fille, on ne recommence pas une histoire dont on a déchiré les premières pages. Elle essuya ses larmes. Thomas, lui, restait figé, le regard vide. Alors, c'est ça? Tu vas donner tout à une étrangère? À une amie, répondis-je. À quelqu'un qui m'a offert ce que vous avez oublié. La présence. Il se leva d'un bond, furieux. Tu es folle, maman. Tu veux qu'on ait honte de toi, c'est ça? Non, Thomas, je veux que vous ayez honte de vous. Il fit un pas vers moi, la voix tremblante. Tu veux qu'on te supplie? Non, je veux que vous partiez. Je pointai la porte. Le feu projetait leur silhouette sur le mur, grande, tordue, presque monstrueuse. Élise s'approcha, sa main tendue. Maman, je t'aime, tu le sais? Non, Élise. Tu m'aimes quand je te donne. Tu m'oublies quand j'ai besoin. Elle retira sa main, abattue. Thomas ouvrit la porte, le visage dur. Tu regretteras, dit-il. Peut-être, mais ce sera mon regret, pas le vôtre. Quand la porte claqua, le silence fut assourdissant. J'ai fermé les yeux, la main sur la poitrine. Mon cœur battait fort, mais pas de peur, de liberté. J'ai pris mon carnet et écrit « Ce soir, je n'ai pas perdu mes enfants. Je les ai laissés partir enfin. Et moi, je me suis retrouvée. » Puis, en bas de la page, le deuil d'une mère n'est pas la mort d'un enfant, c'est la naissance d'une femme. Et en soufflant la bougie, j'ai murmuré
Bonne nuit, Jacques. Cette fois, je crois que je t'ai rejoint un peu. Pas là-haut, mais dans la paix. Le lendemain, le ciel avait cette teinte pâle et fragile des matins d'hiver où tout semble suspendu. La maison, pourtant, paraissait respirer différemment. L'air y était plus léger, presque neuf. J'ai préparé du café, lentement, savourant le simple bruit de l'eau qui bouillait. J'ai regardé par la fenêtre. Le jardin, nettoyé la semaine précédente avec Sophie, s'étirait dans la lumière froide. Les rosiers taillés semblaient prêts à recommencer, comme moi. Je me suis assise à la table de la cuisine, avec mon carnet. Ils sont partis, sans promesse, sans baiser, sans retour, et je n'ai pas pleuré. C'est là que j'ai compris. On ne guérit pas du manque, on apprend à vivre avec. J'ai refermé le cahier, et j'ai soupiré. Une sorte de fatigue douce m'envahissait, celle qui suit les grandes batailles. Mais cette fois, ce n'était pas la lassitude du chagrin, c'était celle de la paix. Vers 10 heures, on a frappé à la porte. J'ai ouvert. Sophie, encore. Le visage éclairé par un sourire timide. Bonjour Madeleine, je passais par là. Je me suis dit, peut-être que vous accepteriez un café. Ce serait un plaisir. Entrez. Elle a ôté son manteau, ses joues rougies par le froid. Oh, vous avez l'air apaisé aujourd'hui, dit-elle doucement. C'est parce que j'ai cessé d'attendre. Quand on n'attend plus rien de personne, tout devient plus simple. Nous avons parlé longtemps, de tout, sauf de tristesse. Elle m'a raconté qu'elle pensait reprendre contact avec sa fille. Même si elle ne répond pas, au moins, j'aurais essayé. Je lui ai dit que c'était une belle idée. Puis, sans trop savoir pourquoi, je lui ai confié la vérité. J'ai changé mon testament. Elle a sursauté, mal à l'aise. Oh, Madeleine, je ne veux surtout pas savoir. Ce n'est pas un secret, c'est juste une décision. J'ai choisi de laisser ce que j'ai à la seule personne qui m'a vue quand j'étais invisible. Mais pourquoi moi? Parce que vous êtes venu sans rien demander. Et parce que vous êtes resté. Ses yeux se sont embués. Je ne peux pas accepter. Ce n'est pas un cadeau, Sophie. C'est une reconnaissance. On ne lègue pas toujours par amour. Parfois, on lègue pour dire merci. Elle a baissé la tête, émue, et a murmuré: Vous êtes une femme incroyable. Non, seulement une femme qu'on a oubliée trop tôt. Après son départ, j'ai senti quelque chose changer en moi. Pas de triomphe, non, un apaisement. Comme si, enfin, le cercle se refermait. J'ai rangé la maison, nettoyé les vitres, remis un peu d'ordre. Les gestes du quotidien, insignifiants, reprenaient un sens. Dans l'après-midi, le facteur a sonné. Une grande enveloppe beige, l'écriture d'un avocat. Je l'ai ouverte sans crainte. Notification officielle, demande de médiation déposée par vos enfants, Élise et Thomas Leclerc, concernant la succession. J'ai lu les mots sans trembler, puis j'ai souri. Un sourire calme, presque tendre. Bien sûr, ai-je murmuré. Ils n'ont rien compris. J'ai décroché le téléphone et composé le numéro du notaire. Maître Duret, c'est encore moi. Je m'en doutais. Vous avez reçu leur courrier, n'est-ce pas? Oui, qu'ils fassent ce qu'ils veulent, je ne changerai rien. Mais je veux que vous ajoutiez une clause. Laquelle? Que si l'un d'eux tente de contester, il perdra tout droit sur ce qui resterait. Et ajoutez ceci, car l'amour ne se réclame pas, il se mérite. Le notaire a marqué un silence, puis c'est sévère, mais je comprends. Ce n'est pas sévère, maître, c'est exact. Le soir venu, j'ai dîné seule. Le feu dansait, la radio diffusait une vieille chanson que Jacques aimait. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. J'ai fermé les yeux. Oui, Jacques, murmurai-je, je t'aime encore, mais cette fois, je m'aime aussi. Avant de me coucher, j'ai pris mon carnet et écrit: Ils vont me haïr, mais un jour ils comprendront. Quand ils se retrouveront seuls, à leur tour, ils sauront que l'amour n'est pas un dû, mais un choix. Puis en bas de la page, j'ai ajouté: Demain, je planterai quelque chose. Pas pour eux, pour moi. Et quand j'ai soufflé la lampe, j'ai compris que pour la première fois depuis longtemps, je ne m'endormais plus dans le manque, mais dans la certitude. Le lendemain matin, l'air sentait la terre humide et les promesses de renouveau. Le jardin, encore couvert de rosée, brillait sous le soleil timide. J'ai enfilé mon vieux manteau beige, pris ma pelle et une poignée de graines que Jacques gardait toujours dans une boîte en fer. Il disait souvent: Planter, c'est avoir foi en demain, même quand on n'est pas sûr d'y être.
Alors ce matin-là, j'ai planté, pas pour demain, ni pour lui, pour moi. Chaque graine que j'enfonçais dans la terre portait un mot que je murmurais. Liberté, paix, mémoire, fin. Vers 10 heures, le téléphone a sonné. J'ai essuyé mes mains et décroché. Maman, c'est Thomas. Bonjour Thomas, quelle surprise. On doit parler? Tu n'as pas le droit de nous exclure comme ça. Le droit? Ai-je répété calmement. Le droit d'une mère, tu veux dire? Celui de choisir à qui elle confie le fruit de toute une vie? Je crois que si j'ai ce droit-là. Tu veux vraiment nous humilier? On est ta famille. La famille ne s'invite pas dans le testament. Elle s'y inscrit avec le cœur, pas avec un avocat. Il a juré, furieux. J'ai entendu Élise derrière lui, sa voix étranglée. Dis-lui que c'est cruel. Dis-lui qu'on ne mérite pas ça. Je les ai laissés parler, s'étranglant de colère, d'incompréhension, puis doucement j'ai dit: vous ne méritez pas ma colère, vous méritez mon silence, et c'est ce que vous aurez désormais. Et j'ai raccroché. Je suis restée un long moment immobile, le téléphone dans la main, avant de rire, pas de méchanceté, mais de soulagement. Leur voix ne me faisait plus trembler. Le lien, ce fil invisible qui m'avait toujours tiré vers eux, venait de se rompre, net. L'après-midi, Sophie est venue. Elle m'a trouvée dans le jardin, les mains pleines de terre. Oh, Madeleine, mais qu'est-ce que vous faites encore dehors? Je plante des vérités, ai-je répondu en souriant. Des vérités? Oui, celles qu'on ne dit jamais quand on est trop occupé à plaire aux autres. Elle a ri, mais je voyais qu'elle me regardait différemment, comme si elle devinait qu'en moi se préparait quelque chose d'irréversible. Nous avons bu du thé sur la terrasse. Elle m'a parlé de sa fille, encore, de cette lettre qu'elle hésitait à envoyer. Faites-le, ai-je dit, même si elle ne répond pas. Parce que le silence, croyez-moi, finit toujours par peser plus lourd que les mots. Le soir, après son départ, j'ai allumé le feu et repris mon carnet. Ils ont appelé, ils ont crié, mais moi, je n'ai plus de voix pour répondre. Il y a des deuils qu'on fait 2 fois, celui des morts et celui des vivants qu'on laisse partir. Je me suis levée et ouvert le tiroir du buffet, et j'ai ressorti une boîte que je n'avais pas touchée depuis des années. À l'intérieur, quelques lettres jaunies, des photos de famille, un médaillon que Jacques m'avait offert et un carnet noir, le sien. Je ne l'avais jamais lu, par respect, par peur aussi. Ce soir-là, je l'ai ouvert. Sur la première page, son écriture ferme. Si je pars avant toi, Madeleine, promets-moi de vivre pour toi, pas pour eux. Je suis restée là, figée, les larmes silencieuses coulant sur mes joues ridées. Il avait su, avant tout le monde, avant moi. J'ai serré le carnet contre ma poitrine. Tu vois, Jacques, ai-je murmuré, j'ai mis du temps, mais j'y suis arrivée. Je vis enfin pour moi. Puis j'ai ajouté une dernière note dans le mien. Demain, je ferai un dernier geste, un petit mais important. Parce qu'aimer, c'est aussi savoir partir en paix. Et pour la première fois depuis des années, j'ai dormi sans rêver, sans colère, sans attente, juste avec la sensation tranquille d'avoir enfin mis ma vie à sa juste place. Le lendemain, le jour se leva sur une lumière claire et coupante, celle qu'on appelle ici le froid du pardon. J'ai ouvert les volets, et le jardin s'est dévoilé. Les fleurs plantées la veille avaient déjà relevé la tête, fières malgré la gelée. Cela m'a fait sourire. Jacques aurait dit: même la terre finit par écouter les gens obstinés. Je me suis préparée avec lenteur, pas par faiblesse, non, par conscience. Chaque geste comptait aujourd'hui. J'ai repassé une robe sombre, mis mes boucles d'oreilles en perles et versé un fond de parfum, celui que Jacques aimait. L'air s'est empli d'un souvenir doux et ancien. À 10 heures, on a frappé. Je savais que ce n'était ni Élise ni Thomas. Eux n'osaient plus venir sans prévenir. C'était Sophie. Dans ses mains, un petit bouquet de tulipes blanches. Pour votre jardin, dit-elle timidement. Il y a encore de la place, ai-je répondu. Entrez, ma chère. Elle s'est assise à la table, observant autour d'elle. Vous semblez différente aujourd'hui? C'est parce que je le suis. J'ai enfin terminé ce que j'avais à faire. Elle fronça les sourcils. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je lui ai tendu une enveloppe, fermée, épaisse. Mon écriture dessus. C'est pour vous, Sophie, à lire quand je ne serai plus là. Et non, inutile de protester. Vous n'avez rien à refuser, c'est une lettre, pas un cadeau. Elle prit l'enveloppe, hésitante, les yeux humides. Madeleine? Pas un mot, ai-je murmuré. Il y a des choses qu'on dit mieux sur du papier que dans la vie.
Elle resta un long moment silencieuse, puis dit d'une voix tremblante: Vous m'avez changée, vous savez. Non, Sophie, vous vous êtes changée toute seule. J'ai juste été là au bon moment. Avant de partir, elle s'est retournée sur le seuil. Et si je venais dimanche? Pour le déjeuner? Avec plaisir. J'aimerais que le dimanche ait à nouveau une saveur. Quand elle fut partie, j'ai fermé la porte doucement. J'ai pris le téléphone, composé le numéro du notaire une dernière fois. Maître Duret. Ah, Madame Leclerc, je m'attendais à votre appel. Vous avez reçu les papiers de mes enfants? Oui, et comme convenu, nous avons bloqué leur procédure. Votre dossier est désormais clos et intouchable. Bien, et la clause finale? Ajoutez. Votre volonté est respectée. Je suis restée silencieuse un instant. Puis j'ai dit: Merci, maître. Vous venez de m'offrir la paix. C'est vous, Madame Leclerc, qui l'avez gagnée? J'ai raccroché puis me suis dirigée vers le salon. Sur la cheminée, la photo de Jacques semblait me sourire. C'est fini, mon amour, tout est à sa place. J'ai pris mon carnet et écrit: Aujourd'hui, je n'ai plus rien à défendre. Ce que j'ai bâti, j'en ai fait une dernière maison, celle de ma conscience. Dedans, il n'y a de la place que pour moi et pour la paix. Dans l'après-midi, le soleil s'est couché lentement. Le ciel prenait des reflets d'ambre. J'ai préparé une tisane, puis je suis sortie sur le pas de la porte. Les cloches de l'église sonnaient au loin. Les enfants du quartier riaient en rentrant de l'école. Et pour la première fois depuis longtemps, ce bruit de vie ne me faisait plus mal. J'ai regardé la maison, mon jardin, mes mains ridées pleines de terre et d'histoire. Puis j'ai murmuré: Ils croiront que j'ai voulu les punir, mais j'ai seulement voulu leur apprendre. Je suis rentrée et fermé les volets, allumé une dernière fois le feu. Le bois craquait comme un cœur qui se repose. Avant de me coucher, j'ai ajouté une dernière ligne à mon carnet. Ce soir, je n'attends plus rien. J'ai tout donné, et ce que j'ai repris, c'est moi. Puis, d'un geste simple, j'ai soufflé la flamme de la bougie. La maison plongea dans le noir, paisible, comme si elle savait, elle aussi, que le chapitre touchait à sa fin. La nuit fut longue, mais pas lourde, pas d'insomnie, pas de larmes, seulement un calme dense, presque solennel. Au petit matin, je me suis réveillée avant l'aube. Le silence était si profond qu'on aurait pu croire que le monde retenait son souffle. Je me suis levée sans allumer la lumière, la maison semblait dormir encore, et j'ai marché pieds nus jusqu'à la cuisine. J'ai préparé du café, lentement, savourant le bruit familier de la cafetière, le parfum chaud qui emplissait l'air. Sur la table, mon carnet m'attendait. J'ai tourné la dernière page écrite, celle de la veille, et j'ai ajouté: La paix n'est pas un cadeau, c'est une conquête. Et parfois, elle se gagne quand on cesse de vouloir comprendre. J'ai refermé le carnet et l'ai glissé dans le tiroir, à côté du dossier bleu. Tout était en ordre, tout avait enfin un sens. Vers 9 heures, j'ai entendu le bruit d'une voiture qui s'arrêtait devant la maison. Je n'ai pas eu besoin de regarder par la fenêtre. Je savais. Élise. Elle est entrée sans frapper, tremblante, les yeux rougis, un sac à la main. Maman, je t'en supplie, écoute-moi une dernière fois. Je l'ai regardée, sans colère, juste fatiguée. Tu n'as plus besoin de supplier, Élise. Il n'y a plus de colère à calmer. Je ne veux pas ton argent, maman. Je veux juste te revoir comme avant. Avant quoi? Avant que tu choisisses de partir skier plutôt que d'enterrer ton père? Avant que tu me traites comme un fardeau qu'on range dans une maison de retraite? Elle a baissé la tête, incapable de répondre. J'ai eu peur, a-t-elle murmuré. Peur de te voir si seule, peur de la mort, peur de tout ça. Alors j'ai fui. Et tu crois que ta peur efface mon chagrin? Elle s'est approchée, a pris mes mains entre les siennes. Ses doigts tremblaient. Je ne peux pas revenir en arrière, maman, mais je peux rester maintenant, si tu veux bien. Ces mots m'ont traversée comme une lame et une caresse à la fois. J'ai voulu la croire. Une partie de moi, la plus vieille, la plus tendre, voulait encore espérer. Mais l'autre, celle qui avait appris à survivre seule, savait: Tu viens parce que tu as peur de perdre ce que tu crois mériter, pas parce que tu m'aimes encore. Ce n'est pas vrai, s'est-elle écriée. Si, tu veux réparer sans souffrir, guérir sans comprendre. Mais le pardon ne s'achète pas, Élise. Il se gagne. Et toi, tu es venue trop tard. Elle s'est effondrée sur la chaise, en larmes. Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je me suis levée et posé ma main sur son épaule. Rien, juste apprendre à vivre avec ta faute. Comme moi, j'ai appris à vivre avec ton absence. Elle pleurait la tête entre les mains.
J'ai senti mon cœur se serrer, mais je n'ai pas flanché. Il y a des douleurs qu'on ne guérit pas en les effaçant, seulement en les regardant droit dans les yeux. Elle s'est levée, vacillante. Je t'aime, maman, même si tu ne me crois pas. Alors prouve-le, ai-je dit doucement. Pas aujourd'hui, pas ici, dans ta vie. Sois meilleur que moi. C'est le seul héritage que je te laisse. Elle a hoché la tête, incapable de parler, puis a quitté la maison. La porte s'est refermée doucement derrière elle. Je suis restée seule, face à la cheminée encore tiède. J'ai pensé à toutes ces années où je l'avais bercée, protégée, pardonnée avant même qu'elle ne demande pardon. Et j'ai compris que ce jour-là, je venais d'enfin la laisser partir pour de bon. Le soir, Sophie est passée, comme convenu. Vous avez l'air épuisée, Madeleine. Oui, c'est étrange. Je crois que je viens de vieillir d'un coup. Ce n'est pas vieillir, ça, c'est finir quelque chose. Elle avait raison. J'avais fini quelque chose, ou quelqu'un. Nous avons dîné simplement, puis elle m'a raccompagnée jusqu'à ma chambre. Avant de partir, elle a dit dimanche, je reviendrai. Promis. D'accord. Dimanche. Quand elle est partie, la maison s'est assoupie dans un silence doux. J'ai regardé la photo de Jacques. C'est fait, mon amour. Elle est venue. Mais moi, je n'ai plus rien à attendre d'elle, ni d'eux. Je me suis glissée sous les draps, le cœur apaisé, la tête pleine d'un calme sans douleur. Et juste avant de fermer les yeux, j'ai murmuré: le pardon, c'est quand on cesse de vouloir que l'autre comprenne. Moi, j'ai compris. Puis la nuit m'a reprise, lentement comme une mer tranquille qui referme ses vagues autour d'un corps enfin prêt à se reposer. Le dimanche suivant, l'aube s'est levée dans un silence d'église. Le ciel était d'un gris pâle, la lumière douce et suspendue. J'ai ouvert les volets, lentement. Le jardin était couvert d'une fine pellicule de givre et mes tulipes, celles de Sophie, percèrent la blancheur comme de petites flammes silencieuses. Je suis restée là longtemps, immobile, à regarder le souffle de mon propre corps se mêler à l'air froid. C'était paisible, définitif. Je me suis préparée avec soin. J'ai choisi une robe claire, simple, que Jacques aimait. J'ai peigné mes cheveux, mis un peu de rouge à lèvres, pas pour paraître jeune, pour paraître vivante jusqu'au bout. Puis, j'ai allumé la cheminée, préparé 2 tasses de café, une pour moi, une pour elle. À 10 heures, la sonnette a retenti. Sophie, fidèle à sa promesse. Bonjour Madeleine, dit-elle doucement. Vous êtes radieuse aujourd'hui. C'est parce que je me sens légère. Asseyez-vous. Elle a posé un petit panier sur la table. J'ai apporté des croissants. On fête quoi ce matin? On fête la fin, ai-je répondu avec un sourire. La fin? Oui, la fin des rancunes, des regrets, des attentes. Aujourd'hui, je laisse tout derrière moi. Elle a hésité, troublée. Vous me faites peur, Madeleine. Ne craignez rien, ma chère, tout est en ordre. Vous trouverez ce qu'il faut dans le tiroir, si un jour je pars sans prévenir. Elle a voulu protester, mais je lui ai pris la main. Ne pleurez pas, Sophie. Ce n'est pas un adieu, c'est juste une page qu'on tourne. Nous avons parlé encore de choses simples, du jardin, de ses patients, de la vie qui continue. Puis elle est partie, vers midi, me promettant de revenir dans l'après-midi. Quand la porte s'est refermée, j'ai senti un calme absolu s'installer dans la maison. Le feu crépitait doucement, la lumière dorée se posait sur les meubles. J'ai pris mon carnet une dernière fois. Sur la dernière page, j'ai écrit: aujourd'hui, je ne laisse rien à ceux qui m'ont oublié, mais je laisse tout à la vie. La maison, les fleurs, le souvenir d'une femme qui a aimé sans mesure et qui a fini par s'aimer un peu. À mes enfants, je laisse le silence. À Sophie, je laisse la paix. Et à Jacques, je laisse le reste de mon souffle. J'ai déposé le carnet dans le tiroir, refermé doucement, puis me suis assise dans le fauteuil de Jacques, le même où il s'endormait après le dîner, un livre sur les genoux. Le temps a ralenti, les bruits du dehors se sont effacés. Je me suis sentie flotter. Quelques jours plus tard, le notaire appela Sophie. Elle vint, tremblante, à l'étude. Maître Duré la fit asseoir, lui remit une enveloppe scellée. À l'intérieur, une lettre. Mon écriture, droite, nette. Ma chère Sophie, si vous lisez ceci, c'est que j'ai fini mon chemin. Ne soyez pas triste. J'ai vécu assez pour comprendre que certaines solitudes valent de mieux que 1000 présences indifférentes. Vous êtes la seule qui m'a vue, qui a écouté sans juger, qui a tendu la main sans rien attendre.
C'est à vous que je confie cette maison, mon jardin et ma paix. Prenez-en soin. Et quand vous verrez les tulipes fleurir au printemps, souvenez-vous que quelque part, une vieille femme vous remercie en silence. Madeleine Leclerc. Sophie lut la lettre plusieurs fois avant de pleurer. Pas de chagrin, mais de tendresse. Elle alla jusqu'à la maison ce soir-là. Le feu s'était éteint, la tasse encore à moitié pleine. Elle posa la main sur le dossier du fauteuil, murmura: Vous avez gagné, Madeleine. Vous êtes enfin libre. Dehors, le vent soufflait dans les branches, et une tulipe, fragile mais droite, s'ouvrit lentement sous la lumière du crépuscule. Si tu lis ces lignes, aurait écrit Madeleine dans une note oubliée, abonne-toi à ceux qui se taisent, à ceux qui aiment sans bruit, car les histoires les plus fortes ne se crient pas, elles se vivent, une dernière fois, en silence.